Allez, de retour sur cette 4e édition du festival du Fait Art ici à Vulsien, au château de Vulsien. Il se passe énormément de choses depuis hier. Et puis là, je suis en compagnie d'une artiste et à la fois chercheuse. Elle s'appelle Primavera. Bonjour Primavera. Bonjour. Alors vous êtes une chercheuse et une artiste hein, et vous travaillez ici, vous faites une sorte de performance, je le dis parce que pour moi c'en est une, d'une plantoïde, de la plantoïde, on dit de la ou des plantoïdes? Il y en a plusieurs, donc les plantoïdes. Les plantoïdes. Alors vous avez mêlé la partie artistique et la partie recherche dans ce projet-là, vous le faites depuis plusieurs années, je crois que vous avez démarré en 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est que ce concept de plantoïde? Alors, le plantoïde, l'idée, c'est de représenter d'un point de vue artistique qu'est-ce que c'est qu'une forme de vie autonome, mais qui est autonome pas parce que pas pour des raisons biologiques ou organiques, mais qui est autonome parce que on va injecter des aspects technologiques qui lui donnent plus d'autonomie. Et donc, d'un côté, il y a l'aspect de la blockchain qui va donner une forme d'autonomie opérationnelle, Okay. donc qui permet à des entités algorithmiques de tourner et d'opérer sur une blockchain et donc qui ne sont pas contrôlés par aucun serveur et que personne ne peut appuyer un bouton pour les éteindre. Et de l'autre côté, avec une autonomie décisionnelle avec l'intelligence artificielle qui leur permet donc d'avoir des conversations, d'avoir des discussions, de prendre des décisions potentiellement. Et c'est en combinant l'autonomie opérationnelle de la blockchain avec l'autonomie décisionnelle de l'intelligence artificielle qu'on peut créer ces entités, comme j'appelle ça des formes de vie synthétiques, qui donc vont répliquer certaines caractéristiques de la vie organique, notamment donc l'autonomie, l'autosuffisance, donc la capacité d'obtenir les ressources nécessaires pour assurer sa survie, et la capacité donc de se reproduire comme toute forme de vie, toute forme vivante. Mais là, on ne parle pas de plantes réelles. Non, on parle de plantoïdes. De plantoïdes, non, mais ça, il faut bien le préciser voilà, parce bien sûr. vous êtes c'est pour des moi plantes, une sorte d'ingénieur, une sorte. Non. Voilà, il faut voilà, peut-être vulgariser pour nous. C'est pas du tout la biologie synthétique comme on en entend, donc où on va manipuler de la biologie, c'est tout simplement de la mécanique. D'accord. Donc comme on a un androïde, que c'est un robot qui va simuler l'apparence d'un humain, D'accord. une plantoïde, c'est un robot qui va simuler l'apparence et le fonctionnement d'une plante. D'accord, très bien. Donc c'est, j'imagine, plein de fils électriques. C'est du métal. C'est du métal connecté. C'est du métal et de l'électronique. D'accord, ok. Ouais. Donc ça fait très longtemps, depuis 2014, que vous travaillez là-dessus. Et aujourd'hui, vous commencez à récolter les fruits de vos recherches ou ça va continuer encore? En fait, ça avance. L'évolution des plantoïdes, c'est une espèce en voie de développement. Et donc, au fur et à mesure que les technologies se développent, donc les premières plantoïdes, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il n'y avait que de la blockchain. Et oui, ça a dû vous Ensuite, aider. avec l'arrivée donc, de l'intelligence artificielle générative, etc., de LLM et tout ça, j'ai commencé à injecter des aspects d'intelligence artificielle. Et donc, il y a les espèces de plantoïdes qui se développent dans certaines directions pour aller explorer les problématiques juridiques par rapport à l'autonomie que ces nouvelles technologies, elles soulèvent. Très bien, d'accord. Mais alors, vous présentez donc ça ici, comment vous avez, donc, je crois, une sorte de stand, enfin une scène sur il y a une salle qui est donc le salon cybernétique, où les participants du festival peuvent rentrer. Et ils s'assoient, il y a une espèce de salon de thé. Et les gens, ils peuvent donc discuter avec des plantes, avec des insectes qui sont tous des androïdes et qui sont donc ces entités qui parlent entre elles-mêmes. Et puis des fois, elles se laissent interjecter par des humains. Des fois, elles posent des questions aux humains, mais sinon, elles peuvent aussi elles sont très contentes entre elles-mêmes. Et comment ils réagissent les gens par rapport à ça? Parce que Alors, ça dépend des modalités, parce que justement, il y a plusieurs modalités. Donc, il y a la modalité plus amusante où il y a vraiment le salon de thé, un peu comme Alice in Wonderland, Alice dans le pays des merveilles avec le chapeau fou, etc. Donc il y a une modalité qui est très pour le fun, et après il y a des modalités plus profondes où justement les plantoïdes vont demander aux humains, vont essayer d'avoir des salons de conversation philosophique par rapport à des questions qui touchent aux technologies émergentes. Donc quel est le sens de la conscience? Est-ce que la vie synthétique, elle peut exister? Comment on appréhende ces nouvelles technologies, etc. Donc il y a des choses un peu plus sérieuses qui vont essayer de chercher dans la philosophie, de la philosophie des techniques. Il y a des aspects psychologiques, donc des fois on peut créer des systèmes donc de discussions très très profondes dans l'introspection avec les participants, et des fois c'est un peu plus fun, donc c'est pour rigoler, quoi. Et alors vous êtes dans le monde des cyborgs. Ouais. Et qui vous accompagne? Donc, est-ce que vous échangez avec d'autres artistes ou d'autres chercheurs? Moi, je me suis occupée de la programmation du camp Cyborg. Donc, je connais
tous les artistes qui participent donc, au Camp Cyborg. Et, ce sont des choses totalement différentes par rapport à ce que vous faites. Oui, c'est différent, c'est-à-dire que c'est pas des plantoïdes mécaniques, mais il y a quand même c'est assez intéressant parce que donc, le festival, il y a ces 3 grands thèmes, donc la terre fluide, la terre fertile et la terre cyborg. Et en fait, beaucoup des artistes, en tout cas du Camp Cyborg, ils travaillent aussi en relation assez forte avec la nature. Donc c'est assez intéressant aussi de créer ces ponts qui se révèlent en fait sans faire exprès qu'il y a beaucoup d'artistes des cyborgs qui reflètent aussi un désir non pas juste de se connecter avec la technologie, mais comment la technologie nous permet aussi de reconnecter avec la nature. Très bien. Alors donc tout ça, vous êtes quoi, une petite dizaine, c'est ça, sur le monde des cyborgs, et vous arrivez à trouver des ponts entre chacune de vos technologies, si je puis dire? En fait, les technologies, c'est souvent... de toute façon, il y a de l'intelligence artificielle assez présente. Et après, il y a aussi un aspect, tu vois, c'est à la fois, et c'est un peu le thème du festival, c'est regarder d'un côté les critiques aussi, l'utopie et la dystopie qui sont associées avec ces technologies. Donc, en réalité, on a un discours, je pense, tous assez ambivalent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est retomber complètement dans la dystopie, mais il n'y a personne non plus qui est complètement dans l'utopie et qui pense que la technologie va tout résoudre, mais c'est au contraire comment est-ce qu'on peut appréhender cette technologie étant donné l'ambivalence qu'elle comporte. Et alors justement pour ces gens qui sont un peu comme moi, qui découvrent et qui avancent plutôt vers vous sous forme de curiosité, comment vous arrivez à vulgariser pour expliquer tout ça? Est-ce que vous avez des schémas, des croquis, des dessins pour pouvoir expliquer à des gens comme nous ce que vous faites et de manière à bien comprendre ce que vous faites? Comment, en réalité, moi j'ai l'impression, justement, c'est pour ça que je trouve que l'art, c'est un moyen fascinant d'exprimer en tout cas mes recherches légales, juridiques. Parce que là, vous avez c'est qu'en fait, l'art te permet d'avoir une expérience par rapport à la technologie. Tu n'as pas besoin de la comprendre, mais ça te permet de comprendre les implications. Tu vois, et en fait, c'est presque plus magique de ne pas savoir exactement comment ça marche, mais d'avoir cette espèce de ressenti esthétique par rapport à une technologie qui des fois fait peur ou des fois fait rêver. On ne veut pas s'en approcher. Parce qu'on ne comprend pas. Et en réalité, l'art, je pense que ça a un peu un aspect de... Tout le monde peut avoir une relation avec un esthétisme. Et donc, je pense que c'est intéressant de... Pour moi, j'utilise mes œuvres pour inspirer de la curiosité, pour qu'ensuite les gens ils vont eux-mêmes aller s'intéresser plus à comment ça fonctionne, sans que l'œuvre d'art elle-même va expliquer quoi que ce soit. Mais l'œuvre d'art, elle va être là pour créer cette espèce de curiosité qui peut-être n'était pas là, ou peut-être il y avait plus de la réluctance. Et je pense après, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop l'IA, mais qu'en fait, quand ils discutent un peu avec les plantoïdes, ils se disent en fait c'est intéressant, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Mais je pense que si on dévoile tout, il n'y a plus cette intrigue qui est en fait le facteur, le moteur qui va inspirer les gens à aller chercher et à les comprendre plus profondément. Alors, où tu te produis? Est-ce que tu parlais d'œuvres, donc tu dois exposer, j'imagine, et où est-ce que tu te produis? Un peu partout dans le monde, peut-être? C'est des grosses pièces, parce que c'est des grosses pièces en métal, donc j'ai toujours besoin d'un atelier métal, c'est pas facile à trouver. Donc plutôt en extérieur? Oui, et là au château, c'est la première fois que j'ai utilisé le workshop du château pour reconstruire des plantoïdes. Il y a un bon crash test pour le potentiel pour ce workshop. Mais oui, en général, avant j'avais un workshop à Ivry, et là je me déplace dans différentes places pour trouver. Il faut trouver des places où tu peux travailler le métal, c'est pas facile. Et après le reste c'est de l'électronique et de la et de la programmation, donc ça c'est pas grave. Mais les œuvres physiques c'est assez imposant, c'est assez compliqué à produire et c'est très compliqué à déplacer. Alors doit te rejoindre Paul et Léo. Paul il est là. Ah, Paul est là. Venez, Paul. On va vous donner un micro. Gardez votre micro. On va vous donner un micro. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Donc Paul aussi qui fait partie de ce merveilleux monde des cyborgs. Alors qu'est-ce que vous justement alors d'abord Paul, je vous découvre, on ne se connaît pas, on n'a pas eu le temps puisque vous êtes arrivé. Vous êtes un artiste, vous êtes plutôt un chercheur aussi ou comment vous vous présentez? Oui, absolument. Alors je suis artiste, plutôt sculpteur, on peut dire. Et je travaille beaucoup avec d'une part l'intelligence artificielle, et c'est ça qui nous fait se rejoindre sur cet environnement cyborg du festival. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne suis pas tout à fait forcément
aligné avec toutes les valeurs de ce qu'on peut inclure dans le monde cyborg, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est la friction. Donc je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle depuis pas mal d'années, donc je crée mes propres modèles qui sont entraînés sur des données souvent assez personnelles, et je les utilise pour créer des formes un peu nouvelles, que ensuite je vais projeter dans le monde réel avec des médiums finalement assez traditionnels comme la sculpture en bronze, la tapisserie donc traditionnelle, ou encore la peinture. Voilà. Donc mais l'IA, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous l'avez chopé tout de suite au vol, vous l'avez compris tout de suite, ou vous avez attendu un petit peu que ce soit les deux, hein. Vous avez attendu un petit peu de savoir ce dont on allait pouvoir, comment on allait pouvoir l'utiliser, ou vous, au contraire, vous l'avez prise et développée aussi de votre côté je ne sais pas, peut-être pour vous, on verra. Moi, en fait, je m'occupais déjà des questionnements. En fait, moi je commence toujours par la recherche et ensuite j'injecte ma recherche dans l'art. Donc, j'ai commencé il y a quelques années à m'intéresser aux questions juridiques de cette autonomie que l'IA est en train de générer. Il y avait pas mal de discussions. Est-ce qu'on doit donner des personnalités électroniques aux agents virtuels, etc. Donc, j'ai commencé à faire cette recherche et c'est ça qui m'a inspiré ensuite à injecter un peu d'intelligence artificielle dans mon œuvre pour aller effectivement, encore une fois, à représenter et illustrer de façon esthétique et artistique des questionnements qui sont des questionnements essentiellement juridiques et potentiellement politiques par rapport à qu'est-ce qu'on fait alors qu'il y a ces nouvelles entités de plus en plus autonomes. Les choses nouvelles, des fois, peuvent faire peur. Exactement. Et pour vous ? À la fin de mes études, en fait, ça a coïncidé il y a à peu près 10 ans avec le moment où les intelligences artificielles sont devenues un peu plus accessibles pour les PME. C'était pas si facile comme aujourd'hui de les déployer, mais en tout cas, le matériel devenait disponible, les mathématiques permettaient de développer ça à des coûts cohérents. Donc très tôt, en fait, je me suis impliqué dans des équipes qui faisaient par exemple de la reconnaissance d'images, qui est un type d'intelligence artificielle. Et en discutant avec les gens autour de moi, j'ai rencontré les premiers artistes qui utilisaient ce médium pour chercher des nouvelles formes. Et comme souvent dans l'art, je me suis très bien entendu avec eux sur un plan personnel, mais intellectuel, je me suis un petit peu battu. Voilà, il y a des débats. Exactement. Et les débats, ils portaient beaucoup sur finalement, est-ce que l'IA c'est un médium ou un outil ? Et c'est très différent parce que par exemple la photographie, c'est à la fois un outil et son propre médium. Beaucoup de gens disaient que l'IA en tant qu'outil numérique, ça devait rester sous forme d'images, de vidéos, en tout cas d'éléments virtuels. Plus tard, on a entendu parler des NFT, voilà un petit peu cet écosystème-là. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était un outil qui permettait de générer des formes intéressantes, mais qu'on pouvait projeter dans la réalité. Et là, par exemple, au Château du Fay, pendant le festival Fay Art, j'ai une sculpture qui est totalement générée par IA. Les formes sont générées par un algorithme. Les feuilles aussi sont complètement fantasmées, imprimées en 3D. Mais tout ça, c'est coulé en bronze. Et c'est restitué, entre guillemets, à la forêt, puisque la sculpture est accrochée à un arbre, un peu comme une prothèse. D'où un peu l'appartenance à cet élément cyborg, mais avec peut-être une dimension à la limite très low-tech sur la fin quand on installe la pièce. Donc c'est ça qui me passionne. En tout cas, oui, je pense qu'on fait tous les deux partie de un peu cette génération qui a quand même tordu, fabriqué ses propres modèles. Et maintenant, ce qui est formidable, c'est qu'on a une explosion de la créativité parce que c'est accessible à toutes et à tous. Mais alors, ChatGPT, ça doit vous faire marrer, vous ? Non, pas du tout. En fait, ChatGPT, parce que vous utilisez d'autres. Non, ça fait pas du tout marrer. Au contraire, c'est fascinant de voir le comportement, je pense, humain qu'on a avec ChatGPT. Parce que moi, par exemple, je vois que beaucoup de gens le considèrent comme un moteur de recherche, ce que n'est pas ChatGPT. Inversement, il y a des gens qui arrivent avec leur connaissance de leur métier très profonde et qui, en comprenant ce que permet de faire ce type d'outil, passent à une autre dimension et c'est magnifique. Et non, au contraire, ça me fait pas rigoler. Et c'est la même chose dans l'histoire de ce type de mouvement auquel on appartient, en tout cas ce type d'artistes, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes numériques qui sont arrivés entre guillemets par l'ingénierie ou par des métiers adjacents et qui maintenant rentrent dans l'art en profondeur. Et ils ont, plutôt que d'avoir cette approche qu'on a en école d'art, on a l'Égypte, la Grèce, Rome, la Renaissance, etc. Ils découvrent des artistes numériques. Et ensuite, ils plongent dans le trou du lapin, comme on dit en anglais, le rabbit hole, et ils découvrent l'histoire de l'art dans l'autre sens. Et moi, les deux approches m'émerveillent à part égale, quoi. Mais ça, c'est sans doute du fait de cette nouvelle génération. Je pense que vous avez cette facilité-là à appréhender, parce que moi, j'ai discuté avec je sais pas, alors pas des chercheurs, mais des ingénieurs beaucoup plus anciens, beaucoup plus vieux, qui mettent beaucoup plus de temps à accepter l'arrivée de l'IA. Et ça, pour vous, j'imagine, ce choc générationnel de l'IA entre ceux qui la découvrent, comme vous, qui la prenez à bras-le-corps et qui en fait un outil,
D'autres sont plutôt flippés de voir arriver l'IA. Vous en pensez quoi de ces gens En qui fait, sont... je pense qu'on est dans une situation où l'acceptation, on n'a pas le choix d'accepter ou de ne pas accepter. C'est plus comment est-ce qu'on veut qu'elle se développe. Est-ce qu'on veut... C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Elle est là, point barre, faut faire avec. C'est quand est-ce qu'on accepte l'Internet. L'Internet est là, il est là. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a justement il y a des visions différentes sur qu'est-ce que c'est le futur étant donné l'IA et qu'est-ce qu'est le futur de l'IA. Et là, on peut vraiment en débattre et je pense qu'il y a des débats très intéressants à avoir. Est-ce qu'on veut une IA qui soit plus contrainte, etc. Mais je pense que pour moi, en tout cas, étant donné que l'IA est là, on ne peut que faire d'essayer de la comprendre et d'essayer de l'utiliser, de l'instrumentaliser et de montrer aussi bien ses aspects positifs et ses aspects négatifs parce que l'un n'arrive pas sans l'autre en fait. Ouais, si on veut lier à la plus puissance d'un certain sens, elle aura aussi des effets négatifs assez puissants. Et je pense que l'art est vraiment cet outil assez incroyable qui arrive à exprimer. Parce qu'avec les mots, c'est difficile, tu dois prendre un camp. Est-ce que tu es pour l'IA ou contre l'IA? Ni l'un ni l'autre en fait. L'IA est là, comment est-ce qu'on l'utilise comme un nouveau médium, comme un nouvel outil et comme un nouveau médium? Comment on en explore les potentialités. Et pour moi, les artistes, ils ont cet avantage compétitif excellent. C'est-à-dire que si tu es un entrepreneur et que tu te lances dans l'IA, tu es un peu bloqué par certaines contraintes de retour sur l'investissement, fonctionnalité, scalabilité, etc., légalité, tout ça. Et donc, en fait, tu es bloqué sur les choses que tu peux faire avec l'IA parce que c'est encore une technologie émergente, on ne compromet pas encore les conséquences. Alors que les artistes, ils n'ont pas ces contraintes. Les artistes, ils peuvent expérimenter, ils peuvent faire des choses qui n'ont littéralement aucun sens d'un point de vue technique, entrepreneurial ou juridique, mais qui ont beaucoup de sens d'un point de vue artistique parce qu'ils vont pousser ces limites qui n'ont pas encore été poussées parce que ça ne fait pas encore sens de les pousser. Et donc, pour moi, il y a beaucoup d'artistes qui sont très pionniers parce que justement, ils comprennent la technologie, ils s'en emparent et ils vont là où on n'a pas encore été pour ensuite défricher certains les pionniers de l'IA. Et pour vous ? Peut-être pour compléter ce que dit Primavera sur la partie plus histoire de l'art, en fait, je pense que ce type de technologie, c'est pas, quand je disais que c'est un outil et pas exactement un médium, c'est quand même pas n'importe quel outil. C'est pas un pinceau, un marteau. Il y a une forme de capacité de digestion, on peut pas, voilà, ça s'appelle intelligence artificielle. En tout cas, il y a une dimension de traitement de grands volumes de données. Et ma conviction intime, c'est que pour le travail de l'artiste, ça va transformer en profondeur non seulement le travail, mais la place de l'artiste dans la société. Un peu de la même manière que à l'époque de Duchamp, on est passé finalement de l'importance de l'objet à l'expérience de l'objet. Et finalement le concept, l'histoire qu'on pouvait lui donner, j'ai l'impression que maintenant on va passer de justement l'expérience de l'objet à quelque chose de peut-être plus enveloppant, je ne vais pas dire immersif, mais peut-être une forme d'aventure. J'ai du mal à encore qualifier exactement ce que ça va faire, mais avec l'IA finalement on a un outil qui, s'il n'est pas un moteur de recherche, au moins permet de déployer n'importe quelle forme, n'importe quelle... Donc quel est le travail de l'artiste finalement quand on est face à quelque chose qui peut tout nous imaginer, ou en tout cas être un excellent aide de camp? Eh bien, c'est peut-être d'aller chercher des choses qui ne peuvent pas être numérisées pour justement renforcer la production, peut-être travailler en profondeur le narratif, l'histoire, qui est peut-être une histoire au long cours. Je n'ai pas la réponse, et chaque artiste a sa manière différente. Ouais, c'est mais bien. On c'est bien parce que ça ouvre le... Voilà, on dit, beaucoup de gens ont peur que ça va les remplacer, mais si je prends un domaine aussi hors de l'art, mais le métier par exemple d'expert comptable, qui est une profession finalement intellectuelle, qui jusqu'à présent n'était pas tant menacée par la digitalisation, ça a plutôt facilité leur métier, puisque maintenant c'est beaucoup les clients qui font ce qu'on appelle la pré-compta, comme on dit. Bon, bah, aujourd'hui, mettre des chiffres dans des tableaux, même avec des règles un peu complexes, c'est quelque chose qui est abordable pour une bonne IA bien entraînée. Quel est le rôle du comptable? Est-ce que le rôle va disparaître? Peut-être que le nombre va diminuer, mais en tout cas la profession va changer et peut-être qu'on va passer plutôt sur une fonction de réassurance. T'inquiète pas, tu vas bien payer ta TVA à ce jour-là. Peut-être on va pouvoir rassurer plus de clients de manière plus profonde et faire moins de chiffres. Donc je pense qu'il y a peut-être cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Et ces développeurs que vous évoquiez, certes, ils vont peut-être plus coder chaque ligne de code, mais peut-être que suivant leur zone de génie, comme on dit, ils vont peut-être... oui, ça va les obliger à creuser. Voilà, alors c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on est peut-être fatigué, on a peut-être moins envie de se former, mais justement, peut-être qu'on peut plus, en utilisant l'IA, faire confiance à une partie de son intuition,
laisser le travail un peu d'écriture de texte et puis retravailler un code déjà existant. Voilà, j'ai pas la réponse, mais c'est plutôt un message d'espoir. Moi, je suis pas du tout là à dire que l'IA ne va pas remplacer les humains, c'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas jugé. Non, mais en tout cas, c'est vachement intéressant parce il y a des destins individuels qui vont être transformés en profondeur, mais en tout cas, le contenu du métier, de beaucoup de métiers, va changer, mais pas forcément disparaître, mais changer en profondeur, ça c'est clair. Et je pense une approche commune aux participants, en tout cas du monde cyber, en tout cas ceux qui bossent avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment cet aspect d'explorer la collaboration entre l'homme et la machine, et aussi entre l'homme, la machine et la nature, et ne pas voir ces aspects comme étant en conflit ou en antinomie, où la technologie va détruire la nature, la technologie va remplacer les humains sont en train de détruire la nature, etc. Mais c'est comment justement, étant donné l'état des lieux, qu'on a ces outils, on a ces technologies, comment est-ce qu'on crée des formes de collaboration, des formes de symbiose, de synergie, pour aussi bien se reconnecter avec l'humanité grâce à la technologie, se reconnecter avec la nature grâce à la technologie, et en fait ne pas la regarder comme un outil destructeur ou qui va remplacer tout parce que supérieur c'est toujours la première approche qu'il y a, c'est la peur, la trouille, on en parlait tout à l'heure. C'est la peur, et c'est aussi des fois il y a un peu trop d'engouement aussi, qu'on pense que ça va résoudre des choses que ça va pas du tout résoudre, et je pense qu'en fait l'attitude de créer des formes de collaboration, et surtout d'un point de vue artistique, parce que là on est dans le camp artistique, mais pas seulement, dans le point de vue juridique c'est pareil, tu vois, et c'est comment est-ce que l'humain et la technologie peuvent collaborer pour créer une société qui soit plus à l'image qu'on veut la construire. Et en fait, si on n'essaye pas de collaborer avec cette technologie, c'est là où peut-être la technologie va nous échapper. Restez avec nous parce qu'on va continuer effectivement de parler de tout ça. Et puis surtout, venez au château. Vous allez pouvoir justement venir discuter avec ces artistes et chercheurs. Vous voyez, le débat est lancé. Voilà. Vous qui avez peut-être des a priori sur l'IA, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eux, les artistes, vont vous expliquer ce qu'eux en font en tous les cas. Merci à vous deux. Puis on va continuer à en discuter. Merci. Je crois que vous avez des collègues de Cyborg qui sont dans le coin également. On se fait une petite pause. Et puis après, moi, j'irai faire un tour sur vos stands parce que pour le coup, vous avez attisé ma curiosité. Merci à vous deux. Merci.